La botte lui frappa les côtes avant même qu'elle n'ait le temps de jouer la surprise. Rhys Carter s'écrasa dans la poussière, ses longs cheveux brun foncé balayés sur le visage, tandis que le sergent-chef, Logan Callahan, se dressait au-dessus d'elle, entouré de 12 soldats, avec dans le regard ce mépris froid qu'on réserve à quelqu'un qu'on croit pouvoir briser sans effort. Pitoyable, lâcha-t-il, sans colère, presque avec dégoût, comme si elle n'était qu'une erreur tombée au mauvais endroit. Derrière lui, tous les hommes du terrain éclatèrent de rire. Aucun d'eux ne savait qu'il riait en face de la femme envoyée pour démasquer le traître qui les condamnait déjà de l'intérieur. Accrochez-vous, la suite risque de déranger. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications et lâchez en commentaire d'où vous suivez la vidéo. La douleur avait cette netteté presque offensante des choses qu'on ne discute pas. Rhys la classa aussitôt comme on lui avait appris à classer tout le reste. 3 côtes, côté gauche, contusion franche, rien de brisé. Logan Callahan n'avait pas frappé pour abîmer. Il avait frappé pour marquer. C'était autre chose, une démonstration, un avertissement, une pièce de théâtre jouée devant témoins. Allongée dans la poussière du terrain d'entraînement du FOB Redstone, la joue contre la terre sèche, elle ne bougea pas. Une mèche sombre lui barrait le visage. De loin, elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait décidé de paraître en descendant du transport quelques heures plus tôt. Une jeune analyste civile envoyée de trop loin, de trop haut, avec des cartes propres, des chaussures encore trop neuves, et cette manière maladroite qu'ont certains gens de bureau lorsqu'ils entrent dans un monde qui n'est pas le leur. Une femme qu'on pouvait mépriser d'un seul regard. Une erreur administrative avec un badge officiel. Elle avait choisi cela. En quittant l'appareil à l'aube, elle avait déjà compris que la meilleure manière d'entrer sur cette base n'était pas d'y être respectée, mais d'y être effacée. Le pouvoir attire les yeux. L'humiliation les détourne. Elle avait donc marché trop près des zones interdites, posé 2 questions de travers, accepté les regards fatigués, les lèvres pincées, l'agacement sans défense. Il fallait que la base adopte sur elle une conclusion simple, inoffensive. Gênante peut-être, mais inoffensive. Autour d'elle, les bottes formaient un arc. 12 hommes. Tous regardaient ensemble Callahan, pas par admiration, mais comme on observe un animal qui peut mordre n'importe quand. Rhys le nota sans lever la tête. Le soldat à gauche, alliance au doigt, riait toujours une demi-seconde après les autres. Le jeune caporal, au fond, riait trop fort, avec la faim visible de ceux qui veulent appartenir au groupe. Et tout à droite, bras croisés, un homme ne riait pas du tout. Il regardait non pas Callahan, mais elle. Elle enregistra le visage. Callahan s'accroupit près d'elle. Son ombre coupa la lumière. « Je vous ai posé une question, dit-il à voix basse. Qu'est-ce qu'une analyste du département de la Défense fait sur mon terrain d'entraînement ?» Rhys laissa passer un silence, un souffle court, une hésitation calculée. « Je suis désolé, sergent-chef. » Ma carte indiquait un couloir de transit. Il la saisit par le devant de la brassière de sport blanche et la remit debout d'une seule main. Elle se laissa faire avec juste assez de mollesse pour lui donner le sentiment de dominer la scène. Il éclata de rire et se retourna vers ses hommes. « Vous entendez ça ? Arlington nous envoie une analyste qui ne sait même pas lire une carte. » Cette fois, le rire se propagea franchement. Rhys resta au milieu de cette houle sans baisser les yeux plus qu'il ne fallait. Elle laissa les visages se fixer dans sa mémoire. Les alliances, les réflexes, les embarras, les loyautés. Un groupe n'est jamais un bloc. C'est un réseau de peur, de dettes, d'imitation. Il suffit d'un instant comme celui-ci pour commencer à voir les coutures. Callahan la repoussa d'un geste sec. Elle trébucha d'un pas, puis de 2. Parfait. Encore une fois, il donnait le rôle, elle prenait l'information. « Dégagez d'ici, lança-t-il. Et si je vous revois près de cette zone, je vous renvoie dans le premier transport pour Arlington. »« Oui, sergent-chef, murmura-t-elle. Elle s'éloigna sans se retourner. Épaules légèrement rentrées. Démarche égale, tête baissée. Dans son dos, elle entendit Callahan ordonner à ses hommes de reprendre l'exercice. La phrase réelle, elle l'entendit sous les mots « oubliez-la ». Elle n'a aucune importance. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Dans ces quartiers dont elle verrouilla la porte, souleva le bord du tissu et examina la tache violacée qui commençait à fleurir sous la peau. Puis elle s'assit devant son ordinateur portable, ouvrit la partition chiffrée et fit apparaître la liste du personnel autorisé à accéder aux données d'extraction. 4 opérations sabotées. 19 morts. À chaque fois, l'ennemi avait connu le point de repli, l'horaire exact, le moment où la mission basculait de la prudence à l'engagement. Cela ne pouvait venir que de l'intérieur.
Et pas de n'importe où, du noyau, du cercle qui voyait tout. Son téléphone satellite vibra. Elle répondit dès la première sonnerie. « Spectre », dit-elle. La voix de l'amiral Grant Mercer tomba dans le silence avec sa sécheresse habituelle. Situation. La couverture tient. Callahan a fait ce qu'il fallait. Toute la base me lie comme une gêne. Un bref silence. « Il vous a frappé ?»« Oui, monsieur. Ce n'était pas prévu, non. Mais c'était utile. Elle faisait déjà défiler les journaux d'accès, les horaires, les croisements possibles. 3 noms remontaient naturellement. Mason Pike aux transmissions, Brooke Tanner aux renseignements, Logan Callahan par la chaîne de commandement. Pourtant, quelque chose sonnait faux, trop net, trop visible. « Votre lecture ?» demanda Mercer. « Callahan cache quelque chose, répondit-elle. Mais je ne crois pas qu'il dirige la fuite. Un homme qui contrôle vraiment n'a pas besoin d'autant de théâtre. » Mercer se tut une seconde de trop. « Alors soyez prudente, il est possible que cela aille plus loin qu'une simple trahison de base. » Quand la ligne se coupa, Reese resta immobile devant l'écran. Dehors, la lumière avait baissé. Le camp entrait dans cette heure trouble où les silhouettes deviennent plus floues, où chacun croit reconnaître les autres sans vraiment les voir. C'était l'heure parfaite. Dans les baraquements, aux messes, sur le terrain, au poste radio, on croyait désormais savoir qui elle était. Une femme déplacée, une présence sans poids, une civile trop jeune dans un monde d'hommes fatigués. La base venait de lui offrir son masque. Et derrière ce masque, dans le silence déjà profond de Redstone, Reese venait tout juste de prendre sa place. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Reese fut debout avant même d'avoir pensé au mouvement. Sa main trouva l'arme glissée sous le bord du matelas, son corps se plaça de biais, prêt à réduire la pièce à des angles et à des distances. L'homme sur le seuil leva les 2 mains sans se presser. « Doucement, dit-il. Si j'avais voulu vous surprendre, je n'aurais pas allumé le couloir en entrant. » Il parlait bas, sans provocation, sans peur non plus. Reese ne baissa pas son arme. Nom, Nate Walker, Chief Warrant Officer. Affecté à l'entraînement. Ancien SEAL. Un silence passa entre eux. Il avait ce visage des hommes qui ont trop vu pour encore jouer les durs. Fatigué mais net. Elle le reconnut du matin même. Il n'était pas dans l'arc des rieurs. Il était au bord. Immobile. « Fermez la porte, dit-elle. Il obéit, puis resta debout. « Vous n'êtes pas analyste logistique, dit-il. Vous avez pris un risque en venant me le dire. »« Oui, pourquoi ?» Walker la regarda comme on regarde une vérité qu'on porte depuis trop longtemps. Parce que Logan Callahan a un frère, Ethan, capturé il y a 8 mois. Officiellement disparu, présumé mort, en réalité vivant. Le mot vivant resta suspendu dans la pièce comme une lame fine. « Où ?» demanda Reese. « Dans le même complexe que votre cible principale. » Pour la première fois depuis son arrivée, quelque chose changea vraiment dans l'équation. Reese le sentit non pas dans sa tête, mais plus bas, dans cette zone glacée où les choses cessent d'être des hypothèses pour devenir des structures. Logan Callahan n'était plus seulement un homme bruyant, brutal, trop visible. Il devenait un homme tenu, un homme serré de l'intérieur par une douleur assez intime pour être transformé en laisse. « Vous en êtes certain ? J'ai une preuve de vie datant de moins de 6 semaines. » Reese posa enfin l'arme sur la couchette, sans toutefois la quitter du regard. « Continuez. » Walker prit la chaise près du bureau, comme s'il s'était toujours assis ainsi dans les pièces difficiles. Il y a 3 semaines, Brooke Tanner a repéré une anomalie dans les transmissions, une activation récurrente, toujours à peu près au même intervalle avant les missions compromises. Elle a remonté cela à Callahan, et il l'a coupé net, trop vite, trop fort. Il lui a dit que ce n'était rien, une erreur de calibration, qu'elle devait laisser tomber. Reese ne dit rien. Elle voyait déjà le problème sous un autre angle. Si Callahan avait été le traître, il aurait pu minimiser, il aurait pu noyer. Au lieu de cela, il avait écrasé la question avec une violence presque paniquée. Ce n'était pas la réaction d'un homme serein. C'était la réaction d'un homme qui protège quelque chose, ou quelqu'un parce qu'il ne peut pas faire autrement. « Tanner a continué ?» demanda-t-elle. En silence. Elle a wordé ses notes. Elle a eu l'intelligence de comprendre qu'elle ne savait pas encore qui elle avait devant elle. Le traître, ou un homme contraint de couvrir le traître. Walker s'appuya sur ses genoux. « J'ai attendu avant de venir vous voir. Ce matin sur le terrain, j'ai voulu savoir ce que vous feriez avec l'humiliation. Vous ne vous êtes pas défendu. Vous avez observé. À partir de là, j'ai su que je pouvais parler. » Reese leva les yeux vers lui.
Depuis combien de temps savez-vous pour Ethan? Assez longtemps pour comprendre que toute remontée officielle le condamnerait. Assez longtemps aussi pour voir autre chose. Quoi? Walker hésita. Non par prudence, mais parce que certains mots, une fois prononcés, réorganisent donc tout. Je ne crois pas qu'Ethan Callahan ait été pris par hasard. Le silence se referma. Vous pensez qu'on l'a laissé tomber exprès? Dit Rhys. Je pense mieux que ça. Je pense qu'on a fabriqué sa capture. Le bon itinéraire, le bon moment, la bonne fuite, puis le bon message envoyé à Logan, assez vite pour le paralyser, assez proprement pour le tenir. Rhys tourna lentement la tête vers l'écran encore allumé. Les noms, les accès, les horaires n'étaient plus seulement des données. Ils formaient là maintenant un dessin plus froid. On n'avait pas seulement compromis des missions, on avait composé des vies. Placer un frère dans l'ombre pour tenir l'autre dans la lumière, fait taire une analyste consciencieuse, orienter les soupçons, régler les silences. Chaque être humain a sa place exacte. Quelqu'un sur cette base, dit-elle enfin, ne se contente pas de trahir. Walker hocha la tête. Non. Quelqu'un distribue les rôles. Dehors, la nuit avait fini de tomber. On entendait au loin le bruit métallique d'une porte, des pas, un éclat de voix vite étouffé. La vie ordinaire d'une base militaire continuait, droite, réglée, rassurante en apparence. Mais dans cette petite chambre, Rhys comprenait déjà ce qu'elle affrontait vraiment. Pas un homme qui vole des informations. Un joueur qui avance les autres comme des pièces, puis attend de voir lesquelles saignent le mieux. Quand Walker quitta la chambre, Rhys resta une minute sans bouger, les yeux sur la porte refermée, comme si elle attendait encore que quelqu'un vienne démentir ce qu'elle venait d'entendre. Puis, elle s'assit devant son ordinateur, rouvrit les journaux d'accès et recommença tout depuis le début. Les chiffres, lorsqu'on les regarde assez longtemps, finissent toujours par respirer. Ils cessent d'être des colonnes froides, ils prennent un rythme, une intention, une habitude. C'est là qu'ils deviennent dangereux. À 2 heures passées, elle alla chercher Brooke Tanner dans l'aile nord. Le bureau du renseignement était encore allumé. Tanner était seule, droite derrière son écran, le visage tiré par la fatigue de ceux qui n'osent plus dormir de peur de perdre le fil. Quand Rhys entra, elle leva les yeux, surprise d'abord, puis fermée aussitôt. « Si vous venez pour me dire de laisser tomber, dit-elle, vous perdez votre temps. »« Je viens pour voir ce que vous avez trouvé, » répondit Rhys. Il y eut un silence prudent. Tanner hésita, non parce qu'elle doutait de l'intelligence de la femme devant elle, mais parce qu'elle avait passé 3 semaines à vivre avec l'idée insupportable d'être la seule personne lucide dans un bâtiment rempli de gens mieux gradés qu'elle. « Je croyais devenir folle, avoua-t-elle enfin. 3 semaines à revoir les mêmes lignes, les mêmes horaires, les mêmes écarts minuscules, et chaque fois cette impression que quelque chose respirait sous le système. Quelque chose d'assez léger pour échapper à tout le monde, mais pas à moi. Rhys s'approcha. Tanner brancha une clé de stockage, ouvrit une partition cachée, et le vrai visage du trafic apparut. Sous les journaux de maintenance ordinaires, les contrôles de routine, les calibrations sans intérêt, une seconde couche passait presque sans bruit. Fine, discrète, si bien enfouie dans le banal qu'il fallait déjà savoir qu'elle existait pour commencer à la voir. 14 transmissions, sortantes, étalées sur 6 mois. Pas une de plus que nécessaire. Pas une de trop. Rhys les lut une à une. Horodatage régulier sans être mécanique. Intervalle maîtrisé, économie parfaite. Ce n'était pas la panique d'un traître opportuniste vendant ce qu'il pouvait quand il le pouvait. C'était une langue construite, une patience, une méthode ancienne. « Vous avez essayé le croisement avec nos architectures » demanda Rhys. « Toutes, répondit Tanner. Rien. Ce chiffrement ne vient d'aucun système américain connu. Alors il vient d'ailleurs. Oui. Le mot ailleurs pesa lourd dans la pièce, pas comme une abstraction diplomatique, comme une présence. Rhys demanda le dossier complet de Mason Pike à Mercer. Il arriva moins d'1 heure plus tard. La fiche officielle racontait ce que racontent tous les bons mensonges. 8 années propres, 2 citations, aucune sanction, une carrière sans aspérité. Mais sous la fiche de service, dans les zones que peu de gens lisent de vraiment, autre chose apparaissait. 14 mois entre l'université et l'engagement. Mentionné comme voyages indépendants. Formule vide, élégante, trop élégante. Mercer avait fait ajouter les relevés financiers. 12 pays, 14 mois. Presque uniquement du liquide. Des séjours dans des villes qui n'avaient un rien d'un itinéraire de jeune homme curieux du monde, mais tout d'un parcours dessiné pour apprendre à disparaître sans jamais répéter ses pas. Aucun scandale, aucune faute, rien de sale, juste trop de netteté.
C'est cela qui me terrifie le plus, murmura Tanner. S'il avait été maladroit, grossier, cupide, j'aurais su quoi penser. Mais tout chez lui a été poli à l'avance. Même son passé semble avoir été repassé. Rhys hocha lentement la tête. Parce qu'il n'a pas improvisé une trahison, dit-elle. Il a attendu son heure. Tanner la regarda. Vous le croyez vraiment ? Rhys posa les doigts sur l'écran juste à côté d'une transmission exfiltrée. Je ne crois plus que Pike soit devenu quelque chose. Je crois qu'on l'a fabriqué pour cela. On l'a fait entrer ici comme on glisse une lame dans une couture. Pas pour qu'elle se voie, pour qu'elle soit prête. Brooke Tanner s'adossa enfin à son siège. Pendant un instant, toute sa dureté céda, laissant apparaître non la peur, mais l'épuisement. « Je savais que quelque chose ne tenait pas, dit-elle. Ce que je ne savais pas, c'est si j'étais encore capable de faire confiance à mon propre regard. Vous avez tenu 3 semaines seul, répondit Rhys. Cela veut dire que votre regard fonctionne très bien. Tanner eut un rire bref, sans joie. Et maintenant ? Maintenant, dit Rhys en refermant le dossier de Pike. Nous cessons de chercher un homme qui a cédé. Nous commençons à traquer un homme qu'on a placé ici bien avant que nous ayons l'idée de le soupçonner. Dehors, l'aube tardait encore. Mais dans la lumière froide des écrans, la vérité avait déjà changé de forme. Mason Pike n'était pas un soldat tombé du mauvais côté. Il était le mauvais côté, entré depuis longtemps sous uniforme, silencieux, impeccable, attendant simplement le moment où la base aurait besoin de lui pour mourir de l'intérieur. À 9h58, Rhys entra dans le parc véhicule par l'accès latéral. C'était le seul endroit où sa présence pouvait encore passer pour un hasard administratif, une vérification déplacée, une erreur de circulation entre le bureau des contractuels et les hangars techniques. Logan Callahan se trouvait au fond, penché sous le capot d'un Humvee, les avant-bras appuyés dans l'ombre du moteur. Il ne se retourna pas tout de suite. Il avait demandé 5 minutes seul avec le véhicule. Walker avait fait le reste. « Je n'avais pas demandé de visite, dit-il enfin. »« Il ne vous a pas dit qui venait, répondit Rhys. Callahan releva lentement la tête. Le même mépris que la veille revint d'abord sur son visage, presque par réflexe. Une défense. Une vieille habitude d'homme qui tient son monde en le blessant avant qu'il ne l'approche. Pourtant, sous cette dureté, quelque chose tremblait déjà. Pas de faiblesse, de fatigue. « Vous avez 30 secondes, dit-il. »« Votre frère s'appelle Ethan, dit Rhys. Le silence fut immédiat. Massif, il est vivant. Il est détenu dans le même complexe que la cible principale. Et depuis 8 mois, Mason Pike se sert de lui pour vous tenir. » Pendant une seconde, Callahan ne bougea pas. Puis ses doigts se crispèrent sur la tôle du Humvee avec une telle force que les jointures blanchirent. « Comment osez-vous » ? « Je n'ose rien, coupa Rhys. Je constate. Ethan n'a pas été simplement capturé, il a été transformé en levier. Pike n'a pas bâti son dispositif malgré vous. Il l'a bâti autour de vous. Autour de ce que vous feriez, de ce que vous cacheriez, de ce que vous accepteriez pour garder votre frère en vie. Il la regarda comme s'il ne savait plus s'il devait la frapper, l'accuser de mentir ou la supplier de continuer. Ce fut cela, le moment exact où le masque se fendit. Pas encore la confiance, le vertige. « Comment le savez-vous » demanda-t-il d'une voix plus basse. Rhys sortit son identification et la lui tendit à plat dans sa paume. Sans théâtre, sans précaution. « Commandant Olivia Rhys Carter, lut-il. SEAL Team 7. » Quand il releva les yeux, le monde dans lequel il se tenait depuis des mois avait déjà commencé à se déplacer sous ses pieds. « Vous avez 22 ans. »« Oui. »« Et je vous ai envoyé dans la poussière devant toute mon unité. »« Oui. » Il détourna les yeux un instant, non par honte seulement, mais parce qu'il comprenait enfin que même cela lui avait été pris. Même cette scène-là, même cette domination. Il croyait encore agir. Il ne faisait que remplir la fonction qu'on avait dessinée pour lui. « Ethan est-il vraiment vivant ?» demanda-t-il. « Oui. » Le mot le traversa comme une lame qu'il attendait depuis trop longtemps pour encore savoir comment la recevoir. « Avant la guerre, dit-il, après un long silence, mon frère ne tenait pas en place. Il cassait tout ce qu'il touchait, sauf ce qui comptait. Il oubliait les dates, les heures, les consignes, mais quand quelqu'un avait peur, il le voyait avant tout le monde. Même enfant, il faisait ça. Il rentrait dans une pièce et savait déjà qui allait mal. Sa bouche se ferma. Il regardait loin, au-delà du garage, au-delà de la base. Quand nous avions 10 et 16 ans, il s'est battu pour moi avec un garçon 2 fois plus grand que lui. Il a perdu 2 dents et il est rentré en riant. Ma mère lui criait dessus et lui avait du sang partout.
Il disait seulement « c'est bon, il ne recommencera pas ». Rhys ne dit rien. Dans ce genre de silence, les hommes reviennent parfois d'eux-mêmes vers la vérité, plus sûrement qu'avec n'importe quelle question. « Je croyais le protéger, » murmura Callahan. « Depuis 8 mois, je croyais encore choisir quelque chose. En réalité, dit Rhys, vous étiez dans une cage dont on vous avait laissé la porte visible pour que vous ne cherchiez jamais les murs. » Il ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, la colère n'était plus dirigée contre elle. Elle avait enfin trouvé son vrai destinataire. « De quoi avez-vous besoin ? » ?»« De tout. Chaque contact avec Pike, chaque protocole, chaque demande, chaque silence. Tout ce que vous avez cru devoir faire pour garder Ethan vivant. » Callahan hocha la tête, lentement, comme on accepte une opération sans anesthésie. « Très bien, dit-il. La première fois qu'il m'a approché, il n'a pas parlé de mon frère. Il a seulement dit qu'il savait... » Son poste radio crépita brusquement, déchirant l'air du hangar. « Sergent-chef, fit la voix tendue de Nolan Briggs, le lieutenant Pike vous demande immédiatement au bâtiment des communications. Signature requise sur un routage d'urgence. Il dit que ça ne peut pas attendre. » Rhys et Callahan échangèrent un regard. Aucun des deux n'eut besoin de le dire. Pike venait de sentir qu'une couture cédait quelque part. Callahan obéit sans discuter. C'était peut-être cela, le plus inquiétant. Un homme comme lui n'obéissait pas facilement. S'il le faisait maintenant, c'est qu'il avait compris que le temps venait de changer de nature. Rhys lui donna les consignes à voix basse, très vite, sans un mot de trop. Entrer au bâtiment des communications comme d'habitude, garder la même impatience sèche, signer ce qu'on lui présenterait, poser une seule question, puis sortir. Ne rien chercher des yeux, ne rien montrer. « Et vous ?» demanda-t-il. « Je vais écouter ce que Pike croit encore pouvoir cacher. » Elle le laissa partir, longea le mur du hangar, coupa par le corridor technique et atteignit le point d'accès extérieur au relais S. Le plan de la base, appris pendant le vol, lui revint avec cette netteté des choses répétées jusqu'à devenir physique. Le conduit ancien courait encore à découvert sur quelques mètres avant de plonger sous terre. Pike avait modernisé le système numérique. Il n'avait pas touché au vieux squelette. Personne n'aime perdre du temps avec ce qui a l'air mort. Rhys, elle, savait que les systèmes mentent souvent parce qu'ils ont laissé derrière eux. Elle ouvrit la trappe, raccorda le module d'interception, fixa l'écouteur dans son oreille et attendit, le dos collé au béton froid. 40 secondes plus tard, le signal passa. Ce n'était pas un simple routage d'urgence. C'était un briefing opérationnel complet, chiffré dans la langue étrangère que Tanner avait isolée sous les couches de maintenance. L'application de décryptage se mit à travailler en silence sur son téléphone. Rhys suivit les lignes qui se recomposaient dans fenêtre d'extraction confirmée. 41 heures. Position actuelle de la cible. Conforme. Liste des otages secondaires. Ethan Callahan. Un second nom apparut et pendant un instant, Rhys crut avoir mal lu. Lauren Hayes, officiellement morte au combat depuis 14 mois. Puis vint la dernière ligne. Elle la lut une fois, puis une seconde, plus lentement. Ordre de suppression. Pas pour la cible, pour les otages. Si la fenêtre glissait, si l'extraction se dérobait, si le moindre doute remontait jusqu'au gestionnaire, les otages secondaires devaient en être éliminés sans délai. C'était écrit dans cette langue bureaucratique si propre qu'elle en devenait obscène. 3 vies réduites à une procédure de nettoyage. Rhys referma la trappe, récupéra son matériel et appela Mercer avant même d'avoir rejoint l'ombre du hangar. « J'ai la transmission, dit-elle. Ils exécuteront les otages si la fenêtre est compromise. » Un silence. Puis, les noms. Elle les donna. Cette fois, le silence de Mercer dura plus longtemps. « Lauren Hayes, dit-il enfin. Chef d'équipe sur la première extraction compromise. Déclarée morte depuis 14 mois. Elle est vivante, oui. Et cela change tout. » Non, rectifia Rhys. Cela révèle seulement l'échelle réelle du mécanisme. Ils ne protègent plus une fuite. Ils protègent un système prêt à tuer pour effacer ses propres traces. Mercer comprit tout de suite. On l'entendit non dans sa voix, mais dans la manière dont elle se vida de toute hésitation. Pike ne doit pas savoir que nous avons vu ce message. Non. S'il prévient son gestionnaire, l'ordre part immédiatement. Combien de temps pouvez-vous nous acheter ? 6 heures, dit Rhys. Pas plus. À condition que Tanner soit capable de refaire sa réponse à l'identique. Elle retrouva Brooke Tanner au bureau du renseignement. La jeune femme leva les yeux vers elle, lut son visage et pâlit avant même qu'un mot soit prononcé. « C'est pire ?» demanda-t-elle. « Oui, beaucoup.
Reese lui montra la capture. Tanner la lut sans respirer jusqu'au bout. Quand elle arriva au mot suppression, elle ferma les yeux une seconde. « Vous voulez que je renvoie à son gestionnaire une réponse propre, dit-elle. Vous voulez que j'usurpe la voix opérationnelle d'un agent étranger pour lui faire croire que tout est intact. Oui. Si je me trompe d'un caractère, ils comprendront. Je sais. Et ils les tueront. Oui. » Tanner resta immobile. Sur l'écran, les dernières réponses sortantes de Pike attendaient comme des pièges minuscules. Reese n'insista pas. Dans ce genre de moment, la décision doit venir seule, sinon elle casse au premier choc. Au bout de quelques secondes, Tanner se tourna vers son clavier. « Donnez-moi ces 3 derniers messages cachés. Il me faut le rythme, les espacements, la respiration de sa syntaxe. » Le suspense ensuite prit une forme presque indécente. Pas de coup de feu, pas de course. Seulement une femme assise devant un écran, les doigts suspendus puis lancés. Tanner disséquait non seulement le code, mais la manière de ponctuer, l'intervalle entre 2 groupes de signes, cette minuscule arrogance qu'un homme laisse sans le savoir au bout de ses phrases chiffrées. À 16h31, la demande du gestionnaire arriva. À 16h42, Tanner avait encore les mains glacées. À 16h47, elle envoya la réponse. Puis plus rien. Rien sinon l'attente. Un relais qui avale ou qui rejette. Une confirmation ou une mort différée. Enfin, la ligne remonta propre. Tanner recula légèrement de son siège. Reese posa une main brève sur son épaule. « 6 heures, dit-elle. » Et dans le silence du bureau, cette phrase eut le poids exact de 3 vies suspendues à une lettre qui, pour une fois, n'avait pas tremblé. Logan trouva Nolan Briggs, derrière le bâtiment des pièces détachées, près des palettes bâchées que personne ne regardait jamais 2 fois. Le jeune caporal se tenait raide, les mains inutiles le long du corps, comme s'il avait essayé plusieurs fois de choisir une posture innocente sans jamais en trouver une seule qui tienne. « Vous m'avez demandé, sergent-chef » dit-il. Callahan s'arrêta à 1 mètre de lui. Il ne cria pas. C'était pire. Sa voix, lorsqu'elle tomba, avait cette sobriété des hommes qui ont déjà dépassé la colère. « Je vais vous poser une question, Briggs. Et je vous conseille de ne pas me mentir, parce que je n'ai plus le temps de vous laisser le bénéfice du doute. » « Qu'est-ce que Pike a sur vous ?» Le visage du jeune homme se vida d'un coup. Pas complètement. Juste assez pour que la peur devienne visible. « Je ne vois pas de quoi vous... » « Ne recommencez pas, coupa Callahan. 3 jours. 1 heure du matin. Vous sortez de son bureau. Et depuis, des documents ont circulé avant d'arriver sur mon bureau. Qu'est-ce qu'il a sur vous ?» Briggs baissa les yeux. Ses lèvres tremblèrent une fois, presque imperceptiblement. « Ce n'était rien, murmura-t-il. Enfin, pas quelque chose d'important. Pas pour de vraies personnes. C'est toujours ce qu'ils choisissent, dit Logan plus doucement. Quelque chose qui paraît petit aux autres et immense à celui qui doit le porter. Regardez-moi. » Le caporal obéit avec peine. « Il y a 6 semaines, dit-il enfin, j'ai signé à la place d'un autre sur un formulaire de maintenance. Une stupidité. Le véhicule devait repartir vite, le gars n'était pas là, je me suis dit que je régulariserais après. Personne n'a été blessé. Rien ne s'est passé. Mais Pike a vu la vidéo, il m'a fait venir, il m'a dit que la falsification d'un document officiel suffisait à briser une carrière avant même qu'elle commence. Il avala sa salive. Il m'a dit qu'un homme comme vous ne garderait jamais près de lui quelqu'un d'aussi faible. Il savait exactement comment le dire. Il n'a même pas eu besoin de hausser le ton. » Callahan resta silencieux. Reese, qui attendait en retrait dans l'ombre du hangar voisin, observait sans intervenir. Ce qu'elle entendait importait presque autant que la manière dont Briggs le disait. Pike n'achetait pas seulement des complicités, il sculptait des culpabilités. Il choisissait des failles modestes, presque dérisoires, puis les gonflait jusqu'à en faire des cages. « Qu'est-ce qu'il vous a demandé ?» reprit Logan. « D'abord des choses sans importance. Les horaires où vous passiez au parc véhicule, les jours où vous gardiez les dossiers sur vous. Puis il a voulu voir comment arrivait le courrier sécurisé. Qui signait ? Où étaient gardés les sceaux ? Il disait toujours que c'était pour vérifier une faille de procédure. Toujours comme ça. Comme s'il m'apprenait à mieux faire mon travail, et vous avez fini par lui donner accès. » Briggs ferma les yeux. « Oui. » Le mot tomba comme une pierre. « Je n'ai jamais su pourquoi exactement, sergent-chef. Je vous le jure. Je pensais que si je faisais ce qu'il demandait 1 fois, puis 2, il me laisserait tranquille. Mais après, il savait que j'avais obéi. Alors il n'avait plus besoin de me menacer autant. » Logan détourna légèrement la tête, comme pour contenir ce qui remontait.
Quand il revint vers lui, sa voix avait changé. Moins dure, plus grave. Écoutez-moi bien. Vous avez fait une faute, pas une trahison volontaire, une faute sous pression. Ce n'est pas la même chose, mais à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit à une seconde d'aveuglement. Vous allez me dire tout ce qu'il vous a demandé, à quelle heure, par quel prétexte, et quel jour il a changé de routine. Briggs hocha la tête trop vite, comme un homme qui reçoit enfin une forme qu'il peut habiter sans s'effondrer. Rhys sortit alors de l'ombre et prit le relais avec cette précision calme qui la faisait paraître plus redoutable encore que les hommes en uniforme. « Quand Pike se sent observé, il va où » demanda-t-elle. « Aux communications d'abord » répondit Briggs. « Puis au réfectoire, mais jamais longtemps. Et quand il est vraiment nerveux, il ne retourne pas tout de suite à son bureau. Il passe par le parc véhicule comme s'il cherchait une sortie qui n'en soit pas une. Ses horaires, il avance tout. Toujours. Il n'annule pas, il comprime, il mange plus vite, il coupe les trajets au milieu. Il regarde moins les gens, mais il regarde davantage les reflets. Rhys mémorisa tout, les couloirs, les détours, les compressions d'horaires, la manière de surveiller sans tourner la tête. Briggs n'était plus seulement le jeune caporal qui avait cédé. Il devenait la preuve vivante qu'un système entier peut être faussé par une honte minuscule, savamment exploitée. Quand il eut fini, Callahan posa enfin une main brève sur son épaule. « Vous ne pourrez pas effacer ce que vous avez fait, dit-il. Mais vous pouvez décider ce que cela devient ensuite. » Briggs releva la tête. Dans ses yeux, la peur n'avait pas disparu. Elle avait changé de forme. Elle venait de devenir utile. Et ce fut là que Rhys comprit la dernière pièce de ce chapitre. Pike transformait les fragilités en leviers. Eux allèrent défaire l'inverse. Ils allèrent les prendre une faiblesse et en faire, enfin, une vérité. À 17h12, Mason Pike quitta le bâtiment des communications avec l'allure exacte d'un homme qui ne quittait rien, qui ne fuyait rien, qui allait simplement d'un point à un autre parce que telle était sa fonction, son droit, son habitude. C'était sa dernière élégance. Les hommes vraiment dangereux savent que la panique se voit d'abord dans le rythme. Alors il garda le sien. Presque. Rhys l'observait depuis l'angle des baraquements nord. Même de loin, elle vit ce que Nolan Briggs avait décrit. Le pas plus court, le trajet légèrement dévié. Le regard qui ne cherchait pas les visages, mais les surfaces réfléchissantes, les vitres, les tôles, les ombres. Pike ne courait pas, il comprimait. « Parc véhicule » dit-elle dans le micro discret. Walker répondit aussitôt. « Reçu ». Elle coupa à travers l'espace entre le hangar de maintenance et l'abri de matériel, entra par la porte secondaire et le vit au fond de l'allée. Sa main était déjà sur la poignée du Humvee le plus proche. Il entendit ses bottes sur le béton et se retourna. Pendant une seconde, rien ne bougea. Plus de contractuels maladroites, plus de lieutenants irréprochables. Juste deux personnes qui savaient exactement ce qu'était l'autre. « Je me demandais quand vous abandonneriez votre rôle, » dit Pike. « Je me demandais combien de temps vous croyiez encore au vôtre, » répondit Rhys. Il eut presque un sourire. Pas de chaleur, une reconnaissance froide. « Vous avez trouvé le canal ? » ?»« Oui. »« Et le chiffrement ? » ?»« Oui. » Il inclina à peine la tête, comme un joueur qui reconnaît enfin la qualité du coup adverse. Puis son regard glissa au-delà d'elle, vers l'entrée principale qui s'ouvrait déjà. Logan Callahan entra d'un pas calme. Walker suivait à 2 mètres. Pike comprit aussitôt. Les issues n'étaient plus des issues, seulement des directions mortes. « Nous avons les 14 transmissions, » dit Rhys. « L'ordre d'élimination des otages secondaires, votre historique avant l'armée, et la confirmation reçue par votre gestionnaire cet après-midi qu'il croit encore venir de vous. » Cette fois, Pike ne sourit plus du tout. « Vous avez imité la réponse. »« Oui. »« Parfaitement. Assez pour vous laisser ici en train de décider si vous préférez parler ou porter 3 morts avant minuit. » Callahan ne disait de rien. C'était sa meilleure présence. Droite, contenue, sans une goutte de théâtre. Pike jeta sur lui un regard bref, puis revint à Rhys. Il comprenait désormais où se trouvait le centre de gravité. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il. « Le nom de votre gestionnaire. L'architecture complète des contacts extérieurs. Les protocoles de communication. Les identités de couverture. Et le plan intégral du complexe où sont retenus Ethan Callahan, Lauren Hayes et le 3e otage. Vous supposez beaucoup. » « Non, dit Rhys, je calcule. Si vous refusez, une transmission corrigée partira dans moins de 4 heures. Elle signalera que l'opération est compromise et que l'actif n'est plus viable. Ensuite, votre gestionnaire appliquera ce qu'il a déjà écrit. Les otages mourront. Si vous coopérez maintenant,
Je ferai acter que votre coopération a commencé avant votre mise en détention. C'est la seule marge qui vous reste. » Elle ne haussait pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Plus la phrase était calme, plus elle devenait lourde. Pike regarda le sol une seconde. La première vraie faille. Puis il leva de nouveau les yeux. « Je veux les termes par écrit. Vous les aurez signés de l'amiral Mercer dans l'heure. Alors asseyez-vous, dit-il, parce que si vous entrez là-bas avec votre carte actuelle, vous perdez les otages dans les 4 premières minutes. » Walker tira une caisse métallique contre le mur. Rhys s'assit. Pike resta d'abord debout, comme s'il résistait encore à l'idée de parler, puis céda à sa propre logique. « Le complexe n'est pas construit pour tenir un siège, dit-il. Alice est construit pour absorber une erreur. 3 couloirs principaux, dont un faux. 2 accès qui n'existent que pour l'œil aérien. Le poste intérieur change de position toutes les 6 heures, sauf quand le commandant local reçoit un signal rouge. Là, il inverse tout sans prévenir son propre étage de garde. Il parlait vite, sans trembler, avec la précision de quelqu'un qui n'invente rien parce qu'il n'en a pas besoin. Rhys enregistra chaque mot. Les distances, les portes lourdes, les angles morts, les routines de relève, les phrases de contact, les temps morts du générateur, la pièce où Ethan était probablement gardé, celle où Ace pouvait entendre à travers la cloison. Mais au milieu de cette précision, il laissa aussi tomber autre chose, un détail presque trop propre. Une en hésitation sur un accès secondaire, une nuance infime dans le rythme. Rhys le sentit. Pas assez pour l'accuser, juste assez pour savoir qu'un homme comme Pike ne cède jamais sans laisser derrière lui une dernière écharde. Quand il eut fini, il regarda Rhys longuement. « Je parle, dit-il, non parce que j'ai des remords, mais parce que vous êtes la première à avoir compris que la mécanique comptait davantage que les hommes qui la servaient. Peut-être, répondit-elle. Mais ce soir, ce sont les hommes que je viens reprendre. » Et pour la première fois, Mason Pike eut l'air non pas vaincu, mais visible. C'était presque pire. Le départ eut lieu à 1h45, sans mot inutile. Le moteur du transport resta loin derrière eux. Devant, il n'y avait plus que la nuit, la terre tassée, les lignes noires des bâtiments noyés dans un relief sans visage. Rhys avançait la première. Logan Callahan à sa gauche. Walker tenait l'extérieur avec les 2 opérateurs de Mercer. Les 2 autres restaient en appui sur l'extraction. Le plan était précis. C'était précisément pour cela que la tension ne retombait pas. Un plan très précis ne rassure jamais totalement. Il rend seulement l'échec plus net. Tous savaient qu'un détail faux, une porte annoncée légère est devenue lourde, un mot de passe déplacé, une relève arrivée 2 minutes trop tôt, pouvait condamner les captifs avant même qu'ils s'aient provu leur sauveteur. Ils atteignirent par le premier point de contact sans bruit. Une porte de service, basse, mal éclairée, qui ne devait s'ouvrir qu'après la phrase exacte donnée par Pike. Callahan la prononça d'une voix blanche, sèche, presque lasse. La serrure céda. À l'intérieur, l'air sentait le métal froid, l'huile et ce renfermé particulier des lieux où l'on ne vit pas mais où l'on garde. Le complexe méritait son surnom. Une maison sans fenêtres, des couloirs trop droits, des murs qui avalaient les sons, des portes semblables les unes aux autres, pensées non pour guider, mais pour faire douter. Rhys avançait dans cette géométrie hostile avec la mémoire de la carte dans un coin de l'esprit et, dans l'autre, l'idée fixe qu'un homme comme Pike avait peut-être laissé quelque part une dernière fausse note. Pas de grands gestes, pas de précipitation, seulement des respirations retenues, des mains qui touchent à un mur, un angle, une poignée avant de décider si elle doit tourner. Une fois, Walker leva 2 doigts. Tous s'arrêtèrent. Un pas plus loin. Puis rien. Une autre fois, l'un des opérateurs pointa une mince variation sur le sol, une plaque plus récente que les autres. Ils la contournèrent. Le silence ici était plus dangereux que le bruit. La première pièce était vide, ou plutôt pas vide, occupée par des traces, une couverture roulée, une tasse, un bol métallique, un livre déchiré. La vie réduite à son strict minimum. Rhys n'y entra même pas complètement. Ce n'était pas celle-là. La deuxième porte résista une seconde de trop avant de s'ouvrir. Ethan Callahan se tenait contre le mur du fond. Maigre, plus maigre qu'aucun homme ne devrait l'être à son âge. Les yeux plissés par la lumière, le visage de quelqu'un revenu trop lentement à l'idée même du monde. Mais debout. Debout malgré tout, comme si ces 8 mois n'avaient pas réussi à lui apprendre la posture de la défaite. Logan entra derrière Rhys et s'arrêta. Les 2 frères se regardèrent sans un mot. 3 secondes entières.
peut-être davantage pour eux. Puis Ethan dit d'une voix rauque, presque effacée, « Je savais que tu viendrais. » Logan traversa la pièce et le prit dans ses bras avec une violence contenue, celle des hommes qui savent que s'ils parlent trop tôt, ils se brisent. Rhys détourna les yeux, non par pudeur seulement, mais parce qu'il restait encore une porte à ouvrir. La troisième s'ouvrit avant qu'ils aient besoin de forcer. Une silhouette s'y tenait déjà, droite. Lauren Hayes. Amaigrie, oui, le visage creusé, les pommettes plus dures, mais intacte dans ce qui comptait vraiment. Ses yeux restaient d'une lucidité presque sévère, comme si 14 mois n'avaient pas réussi à émousser la partie d'elle qui observe, qui trie, qui garde. « SEAL Team 7, dit-elle en regardant Rhys. « Oui, madame, depuis combien de temps suis-je officiellement morte ? » 14 mois. Hayes encaissa la nouvelle sans ciller. Elle la rangea quelque part en elle, dans un endroit où les opérateurs déposent ce qu'ils n'ont pas le loisir de sentir tout de suite. « Alors écoutez-moi bien, dit-elle. J'ai 14 mois de renseignements pour l'amiral Mercer, et ce n'est pas le plus grave. » Rhys la fixa. Le commandant du complexe menait sa propre opération, poursuivit Hayes, séparée de celle du réseau de Pike. Je l'ai compris en écoutant à travers la cloison. Il se croyait chambre seul. Il ne savait déjà pas que j'entendais. Un bruit sec résonna au loin. Pas encore l'alarme, quelque chose de pire. Une hésitation dans le rythme du lieu. « Il faut partir, dit Rhys. » Ils repartirent aussitôt. L'extraction, cette fois, n'avait plus la netteté d'un schéma. Elle avait l'urgence d'un souffle tenu trop longtemps. Ethan marchait seul, mais avec cette lenteur raide des hommes qui ne font confiance ni à leur corps, ni à leur liberté retrouvée. Hayes avançait sans aide, presque sans bruit, comme si elle connaissait déjà l'humiliation d'être portée. Ils sortirent avec 40 secondes d'avance sur le moment où le complexe comprit qu'il avait perdu quelque chose. À 3h41, le transport quitta la zone secondaire. Dans la soute, Rhys était assise en face de Hayes. Ethan dormait par fragments, la tête contre la cloison. Logan ne le quittait pas des yeux. Walker, lui, surveillait encore les portes fermées, comme si une menace pouvait y pousser de l'intérieur. Hayes regarda Rhys longuement, puis dit très calmement, ce qu'il faisait là-bas n'était pas le fond de l'histoire, seulement sa façade. Rhys ne répondit pas tout de suite. « Qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris ?» demanda-t-elle enfin. Hayes tourna légèrement la tête vers le hublot noir. Que quelqu'un, quelque part, n'attendait pas que nous venions reprendre des prisonniers. Elle revint sur Rhys. Il nous attendait pour autre chose. Dans le transport, personne ne parla pendant plusieurs minutes. Le bruit des rotors occupait tout. Et pourtant, un autre silence, plus dense, tenait la cabine de l'intérieur. Ethan dormait par secousses, comme un homme que le corps trahit au moment même où il essaie enfin de lâcher prise. Logan restait assis près de lui, les mains jointes, non pour prier, mais pour éviter qu'elle ne tremble. Rhys observait Lauren Hayes. Hayes n'avait rien de spectral, malgré sa maigreur. Ce qui frappait, au contraire, c'était sa présence. Une présence compacte, tenue, presque sévère. Comme si 14 mois dans l'ombre avaient brûlé tout le superflu sans atteindre l'essentiel. « Vous avez dit que le complexe n'était qu'une façade, reprit Rhys. « Oui, répondit Hayes. Pendant des mois, je n'ai rien vu. J'ai appris autrement. Les murs, les horaires, les pas. Les voix qui se croyaient tant seules. Les gens parlent toujours trop quand ils pensent qu'il n'y a plus personne pour écouter. Mercer les attendait à l'arrivée. Pas sur le tarmac, mais dans une salle basse, sans fenêtre, où l'aube ne pénétrait pas. Hayes parla 3 heures sans réclamer d'eau, presque sans reprendre souffle. Elle décrivit non seulement le fonctionnement du site, mais ce qui passait derrière. Les visites irrégulières, les changements de ton dans la hiérarchie. Une chaîne parallèle, plus discrète encore que celle de Pike. Des opérations secondaires menées à l'abri même du réseau principal, des échanges que le gestionnaire de Pike ne connaissait pas, ou pas entièrement, un emboîtement de secrets à l'intérieur du secret. Au fil des heures, le dossier s'élargit. Ce qu'on croyait être une infiltration devenait une chambre d'écho, un lieu où plusieurs ambitions avaient prospéré côte à côte, chacune profitant du silence de l'autre. 4 opérations secondaires furent identifiées, puis neutralisées dans les jours qui suivirent, grâce à des détails que Hayes avait mémorisés sans papier, sans lumière, simplement en tenant le compte des voix et des habitudes. Mercer écoutait sans l'interrompre. Rhys, elle, regardait parfois ses mains. À force de voir des cartes, des noms, des transmissions, on oublie que le renseignement naît souvent ainsi, d'une femme assise dans le noir, immobile, qui refuse de laisser le temps lui voler l'ordre des choses. La commission d'examen de Logan Callahan eut lieu moins d'1 semaine plus tard.
Il s'y présenta seul, droit, en uniforme, sans une ligne de défense préparée pour arranger ce qui pouvait l'être. Il parla comme parlent les hommes qui ont compris qu'une partie de leur dette ne sera jamais annulée. Il ne chercha ni excuse ni embellissement. Il raconta la première approche de Pike, la preuve de vie, la peur, la honte d'avoir obéi, puis cette lente corruption intérieure qui consiste à appeler prudence ce qui n'est parfois que reddition. La commission conclut ce qu'elle conclut. Rhys n'assista pas au prononcé, mais elle sut, en voyant Logan ressortir, qu'il avait accepté la décision avant même de l'entendre. Il portait sur le visage cette gravité particulière des hommes qui ont cessé de négocier avec eux-mêmes. Dans les jours suivants, les noms des morts reprirent leur place dans les dossiers. 19. Ce nombre qu'on avait tant répété qu'il en devenait abstrait retrouva soudain des contours humains. Des familles reçurent des appels nouveaux. D'anciennes cérémonies durent être rouvertes à la lumière de vérités tardives. Pour Lauren Hayes, il fallut plus qu'un rapport. Il fallut appeler des parents qui avaient appris à vivre avec une tombe sans corps, puis leur dire que le deuil qu'ils avaient en construit n'était pas faux dans sa douleur, mais faux dans son objet. C'est cela, dit Mercer un soir en refermant un dossier, que les rapports n'écrivent jamais. Ils parlent de brèches, de compromission, de responsabilité systémique. Ils ne savent pas dire ce qu'il en coûte d'avoir enterré vivant quelqu'un dans la mémoire des autres. Rhys ne répondit pas tout de suite. La question qui demeurait n'était plus seulement de savoir qui avait trahi, ni même comment. Le pire n'était pas le mensonge. Le pire était sa durée. 8 mois pour Ethan, 14 pour Hayes. Des années, parfois, pour les familles. Comment vit-on après cela ? Demanda-t-elle enfin. Après avoir compris que ce qui vous a détruit n'était pas seulement faux, mais long. Mercer resta un instant silencieux. On ne vit pas après comme avant, dit-il. On vit avec, c'est tout. Et parfois, quand on a de la chance, on vit assez longtemps pour empêcher que la même durée tombe sur quelqu'un d'autre. À l'autre bout du couloir, Ethan avançait lentement, seul, vers une fenêtre ouverte. Il s'arrêta devant la lumière comme s'il devait encore demander la permission d'y entrer. Rhys le regarda faire et comprit que certaines extractions ne s'achèvent pas sur un tarmac ni dans un rapport signé. Elles commencent là, précisément là, au moment où l'on découvre que la survie n'est pas le contraire de la captivité, mais seulement la première marche hors d'elle. Le matin de son départ, Ethan Callahan s'arrêta d'abord au parc véhicule. Le Humvee était encore là, garé au même endroit que 2 jours plus tôt, avec cette immobilité lourde des objets qui ont assisté à quelque chose sans jamais rien en dire. Il resta un moment devant la carcasse sombre, les mains dans les poches, comme s'il essayait de comprendre ce qu'on pouvait laisser derrière soi sans l'abandonner tout à fait. Puis il tourna les talons et prit la direction des quartiers des contractuels. Raz était assise dehors, une tasse de café entre les mains. Le froid du matin n'avait pas encore quitté le béton. Au loin, la base reprenait son bruit ordinaire. Une portière qu'on claque, des semelles sur le gravier, un moteur qui tousse avant de se stabiliser, une voix qui appelle un nom sans colère. Tout recommençait. C'était presque indécent. Ethan s'arrêta devant elle. Il avait meilleur visage qu'à son retour, mais cette amélioration restait fragile, comme une lumière qui hésite encore à s'installer dans une pièce fermée depuis trop longtemps. « Mon frère m'a raconté ce que vous avez fait, » dit-il enfin. Rhys leva les yeux vers lui. « Votre frère a fait la partie la plus difficile. Il a dit que vous avez accepté d'être humilié, que vous avez pris un coup dans les côtes, que vous êtes resté dans la poussière alors que vous auriez pu montrer votre grade, donner des ordres, faire taire tout le monde d'un mot. » Elle but une gorgée de café avant de répondre. « Oui. Pourquoi ?» La question ne contenait ni admiration ni reproche, seulement une perplexité très droite, presque douloureuse, celle d'un homme qui a grandi dans un monde où la force se montre, où l'autorité se nomme, où l'on monte pour tenir. Rhys regarda un instant le ciel pâle au-dessus du FOB Redstone, parce que l'homme qui avait construit cette opération attendait exactement le contraire, dit-elle. Il avait prévu les réactions visibles du pouvoir. L'arrivée nette, le grade affiché, les portes qui s'ouvrent, les gens qui se redressent. Il avait pensé chaque parade contre cela. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était qu'une femme accepte volontairement de devenir insignifiante. Ethan ne la quitta pas des yeux. Vous saviez qu'il vous sous-estimerait ? Je ne le savais pas. Je pouvais le compter. » Un léger silence passa entre deux. « Quand les gens vous regardent crâne de haut, poursuivit Rhys, ils croient en vous réduire. En réalité, ils se simplifient eux-mêmes. Ils vous donnent leurs conclusions avant même que vous ayez commencé à poser les questions. Ce matin-là, dans la poussière, votre frère croyait me rabaisser. Les autres croyaient rire d'une erreur.
Moi je regardais, les peurs, les réflexes, les fidélités, les endroits où le groupe craque. Le mépris est un outil très utile quand on accepte de ne pas le confondre avec une blessure. Ethan hocha lentement la tête, comme si chaque phrase allait chercher quelque chose de plus ancien que la mission elle-même. Alors la force, dit-il, ce n'essaie pas toujours de se relever tout de suite. Non, répondit Rhys. Parfois la force consiste à rester assez bas pour tout voir, à attendre une seconde de plus que l'autre, à laisser les gens révéler seuls ce qu'ils sont quand ils pensent que vous n'avez aucune importance. Le vent passa entre les bâtiments, soulevant un peu de poussière au ras du sol. Derrière Rhys, Scout arriva sans bruit, traversa le béton, puis vint s'asseoir près de sa botte. Il leva vers Ethan ses yeux ambrés avant de regarder le ciel à son tour, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire que de veiller en silence. Ethan esquissa quelque chose qui n'était pas encore un sourire, mais qui s'en approchait. « Je crois que je commence à comprendre, dit-il. » Rhys posa sa main sur la nuque du chien. « Le sol n'est pas l'endroit où l'on est vaincu, dit-elle doucement. C'est l'endroit où l'on décide. Et dès que vous décidez, ceux qui vous ont mis là commencent donc ont déjà à manquer de temps. » Cette fois, Ethan sourit vraiment. Pas longtemps, pas largement. Juste assez pour que le visage retrouve, l'espace d'une seconde, l'homme qu'il avait été avant qu'on ne l'enferme dans la nuit des autres. Au loin, quelqu'un appela son nom. Le départ, la suite. La vie avec ses coutures refaites de travers. Il recula d'un pas. « Merci, dit-il. » Rhys secoua légèrement la tête. « Rentrez chez vous. » Il partit sans ajouter un mot. Elle resta là encore un moment, la tasse tiède entre les mains, dans le bruit simple du matin qui reprenait possession de la base. 3 personnes respiraient un ce jour-là qui n'auraient pas dû voir l'aube. Un frère avait retrouvé un frère, une morte était revenue, une vérité avait coûté cher, mais elle avait enfin trouvé sa forme. Rien de tout cela n'avait commencé dans l'éclat. Tout avait commencé plus bas, dans la poussière, dans le silence, dans ce point presque invisible où une femme avait accepté qu'on la croie faible pour voir plus loin que tous les autres. Et ce choix-là, fait au ras du sol, avait déplacé ensuite la vie de chacun.